Dune. On m'a dit que j'en faisais beaucoup trop à propos de la musique de ce film, moi je trouve que j'en fais pas assez. Dune, c'est pas juste l'ascension d'un prince dans l'espace, mais plutôt d'un monopole religieux et d'une lutte terrible pour le pouvoir, ainsi que le contrôle de la population par la manipulation de ses croyances. Surtout, quand t'écoutes Kiss the Ring, cette musique c'est la clé pour comprendre le propos de la fin du film. Cette musique, c'est la voix qui te fait comprendre les enjeux de ce qu'il y a à l'écran. Et c'est pas surprenant, je veux dire, pour Villeneuve, la musique et le design sonore de Hans Zimmer étaient pensés comme un élément narratif. Ces éléments y contribuent à raconter l'histoire autant que les dialogues. Villeneuve, il cherche à capturer des émotions pures par la mise en scène, par la composition des plans, des cadres, une vision héritière du travail de Kubrick sur 2001 l'Odyssée de l'espace. Villeneuve livre là un film visuellement grandiose et thématiquement dense où la science-fiction devient une réflexion sur notre propre monde, les dangers du culte de la personnalité, la manipulation politique et la façon dont les mythes façonnent l'histoire. À la fin, Paul, c'est pas un héros, c'est un personnage ambigu à la croisée entre le héros providentiel et le leader manipulé par une prophétie qu'il ne contrôle pas. Cette prophétie, elle a été instrumentalisée pour manipuler les croyances d'un peuple opprimé afin de préparer la venue d'un messie. Ce deuxième film, c'est une plongée dans l'univers de Frank Herbert. On est plongé au plus profond de l'aridité du désert, et pour cela, l'univers sonore établi doit être enrichi. Alors que le premier volet était une découverte de ce monde, une introduction aux enjeux de ses personnages, on explore ici de nouvelles textures sonores. On introduit des atmosphères plus envoûtantes et des moments de respiration musicale qui reflètent l'évolution narrative des personnages. Ça y est, on a mis en place les enjeux, et maintenant, l'idée c'est de dérouler à partir des émotions que vont transmettre les protagonistes. On a donc les bases et... Ouais, je pense qu'on a des bonnes bases. A love theme, the love of Paul for Shani. I wanted something that will be heartbreaking and the most beautiful love theme ever written. And honestly, I think he did it. Mais maintenant, on veut explorer une dimension émotionnelle, et c'est pour ça que le réal veut un thème d'amour fort. Le thème principal, le thème d'amour entre Paul et Shani. Ce thème, il est porté par un instrument millénaire, le doudouk, largement utilisé dans la musique traditionnelle arménienne, mais aussi dans des contextes plus modernes, notamment avec la BO de Gladiator. Le compositeur, il l'a choisi pour un son très expressif qu'il produit. Il est fabriqué en bois d'abricotier, et c'est ce matériau qui contribue à un rendu sonore doux, velouté, avec des micro-variations et des inflexions naturelles, ce qui lui donne l'impression que l'instrument respire. Cette mélodie, on l'a déjà entendue plus tôt dans le film, dans le morceau A Time of Quiet Between Storms. Avec Kiss the Ring, ces deux morceaux, ils mettent au cœur de leur développement narratif la relation entre Paul et Shani, ce qui se traduit musicalement par une boucle évolutive du motif d'amour entre les deux personnages. Ce motif, il évolue avec les personnages en traversant tout le morceau, d'abord mélancolique, puis qui prend une tournure tragique, à partir d'un point dissonant dans la musique. Mais d'ailleurs, cette sonorité du doudouk, elle vous rappelle pas un truc ? Attendez... Ah, ouais. En fait, au cinéma, on a pour habitude d'attribuer un son, un instrument, une suite de notes à un élément de l'histoire ou un personnage, de sorte à ce que la musique serve à accompagner, à raconter. Un instrument ou un motif peut devenir alors une signature auditive, comme un parfum ou une couleur. Il permet au spectateur de reconnaître instantanément un personnage ou une idée, même sans dialogue. Dans le premier volet, la cornemuse, c'est un instrument signature de la maison Atréide. En fait, cette technique, elle permet de créer des connexions inconscientes. Le cerveau associe automatiquement un timbre ou une mélodie à ce qu'il a déjà entendu. Ainsi, la musique, quand elle revient plus tard, on ressent une continuité émotionnelle, parfois même avant de voir ce qui va se passer à l'écran. Ça permet aussi de créer une cohérence narrative, les thèmes et les instruments peuvent évoluer en même temps que les personnages. Elle devient ainsi un fil narratif, c'est plus juste un son, c'est une trajectoire. Mais donc dès le début de ce film, choisir le doudouk, c'est permettre de faire un lien avec le premier volet. On sait que le personnage, il avance. Cette boucle mélodique, Zimmer il en a fait sa signature. On la retrouve dans plusieurs de ses compositions, où il utilise des motifs répétés, souvent de quelques notes, qui évoluent graduellement en intensité.
Ces boucles, elles peuvent être harmoniques, avec une progression d'accords qui monte en puissance, rythmiques, un motif percussif qui s'accélère ou s'épaissit, ou bien mélodiques, une phrase courte qui se répète mais avec des variations subtiles. L'objectif, c'est de créer une tension continue, sans jamais offrir de résolution immédiate, ce qui pousse l'auditeur à ressentir un sentiment d'urgence ou d'inéluctabilité. Il travaille par répétition évolutive, une phrase musicale revient encore et encore, mais à chaque fois, elle change un petit peu. Une note en plus, une dissonance, une couche d'instrument, on appelle ça un ostinato, un motif répété qui sert de socle émotionnel. Peu à peu, la tension elle monte. Dans Time par exemple de Inception, l'ostinato de piano répète une simple phrase mélodique, d'abord fragile, puis grandissant avec des cordes en crescendo et des cuivres imposants. L'addition progressive de ces éléments donne une sensation d'expansion infinie, reflétant la construction des rêves dans le film. Cette même idée, on la retrouve dans d'autres compositions, sur le film Interstellar par exemple. Le compositeur utilise la même technique, avec un motif d'orgue répété, qui accompagne des percussions et des cordes qui accélèrent et montent en intensité. Il simule un effet de spirale sonore, renforçant l'impression de course contre la montre dans la scène d'amarrage. Cette technique, elle fonctionne si bien parce qu'elle génère une tension progressive. L'accumulation des éléments force l'auditeur à ressentir une montée dramatique, presque physique, et la répétition donne l'impression d'une fatalité musicale qui emprisonne le personnage et joue sur l'hypnose auditive. Dans Dune, Zimmer fait la même chose, il transforme des boucles mélodiques en véritables outils narratifs. Et elles ne sont pas juste répétitives, elles racontent l'ascension, la chute, le destin qui se scelle. Ce morceau, il illustre parfaitement comment une répétition musicale peut enfermer un personnage dans son destin. Les instruments s'additionnent progressivement et donnent l'impression d'un engrenage qui se referme sur Paul. Et pour raconter cette histoire, chaque boucle va apporter une information supplémentaire. Ça peut se faire par l'ajout d'un instrument, d'une couche musicale, en créant de la profondeur, etc. Ce qui rend Kiss the Ring aussi puissant, c'est la manière dont Zimmer superpose les éléments sonores pour créer un sentiment physique de fatalité. C'est pas juste une musique qui monte en crescendo, c'est un engrenage qui se construit couche par couche. On appelle ça la stratification sonore. Au lieu de faire rentrer tous les instruments d'un coup, Zimmer place chaque élément dans l'espace, certains très lointains, d'autres très proches, certains sont secs, d'autres réverbés. Résultat, la musique occupe un spectre énorme avec des basses profondes, des médiums très texturés et des aigus presque éthérés. Cette construction progressive, elle piège l'auditeur dans une tension continue. Et si on regarde le momentum de ce morceau, il y a des choses intéressantes à voir. Kiss the Ring, c'est censé être le point final de l'aventure de Paul pour venger son père. C'est censé être un moment de soulagement dans lequel toute la tension retombe. Paul a vengé son père, l'oppresseur est tombé, mais la musique, elle célèbre rien. Elle démarre sur des sons synthétiques ambiants, on le ressent comme un moment suspendu, presque méditatif. Un calme un peu trop calme. Dans cette première boucle, le doudouk il se montre dans un motif mélodique répété, assez discret, puis de plus en plus pesant. Cette fois, l'instrument il chante plus l'amour. Il devient une plainte, une mélodie lente, presque étouffée, un peu comme un adieu.
on entend à chaque début de boucle un son grave et dissonant, qui à chaque boucle devient un peu plus fort, comme pour rappeler qu'à chaque étape de l'aventure de Paul, cela l'avait rapproché de son destin. D'abord un son grave, qui est loin, qui laisse peser une menace sur les personnages, mais qui devient bien réel à partir d'une note dissonante, emmenée par un bruit grinçant en crescendo. Ce bruit grinçant, il fait plonger l'histoire dans une fin tragique. Les tambours qu'on entendait au loin comme des battements de cœur au début se précipitent, et c'est comme s'ils se bousculent et plongent notre boucle mélodique dans une nouvelle forme, plus puissante, plus terrible, plus dramatique. Villeneuve, il permet de faire quelque chose d'assez rare dans cette scène. Rien n'est laissé au hasard. D'ailleurs, à l'image, le réalisateur, il reste sobre. Peu de plans, peu de coupes, pas de surcharge d'informations, car tout se passe dans la musique. Enfin, dans cette dernière boucle, Paul a totalement embrassé son statut de Messie. La prophétie s'est réalisée. Les cloches arrivent, elles prennent le relais sur le doudouk, symbolisant la dimension religieuse, mais aussi le fait que, en fait, la prophétie, elle a absorbé la relation entre Paul et Chani, et il ne reste plus que la tragédie. Villeneuve a déclaré qu'il rêvait de faire un film sans dialogue, et on comprend pourquoi. On comprend qu'avec la musique, on peut s'en passer. Elle donne un sens profond aux images, c'est un langage à part entière. Il est intéressant de voir comment la place de la musique a évolué dans l'histoire du cinéma, et comment les réalisateurs l'utilisent. Ici, c'est pas seulement un motif qui permet d'identifier un personnage ou un lieu, ou même un univers. La bande originale de Dune, elle est bien plus complexe, car elle prend une part importante dans la narration. Lors de la sortie du premier roman, par Frank Herbert, l'auteur avait été surpris et surtout attristé que les lecteurs confondent Paul Atreides avec un héros de la littérature. Villeneuve et Zimmer, ici, les évitent toute ambiguïté par leur manière de traiter cette fin. Paul est un héros tragique, et il occupe la place de protagoniste et d'antagoniste dans l'histoire. En bref, la musique de Dune, elle montre à quel point une BO peut transformer la façon dont le spectateur perçoit l'histoire. Et ça me donne envie d'en analyser d'autres. Parce que chaque film a sa manière de parler à travers le son, et c'est fascinant quand la musique ne se contente pas d'habiller un film, mais quand elle le transforme et l'enrichit. Et si, en fait, comprendre un film, c'était comprendre sa musique ? On en reparle bientôt.